Bonjour, aujourd'hui nous allons aborder le thème de la PCR en temps réel. Tout d'abord, la PCR en temps réel, qu'est-ce que c'est? C'est une méthode permettant de suivre, cycle après cycle, l'apparition de nouveaux amplicons, c'est-à-dire la synthèse d'une séquence d'ADN donnée, grâce à un marqueur fluorescent dont l'intensité d'émission est proportionnelle à la quantité de produit formé. Mais alors, sous quelle forme introduit-on l'ADN qui sera amplifié? Il y a deux possibilités, soit directement sous forme d'ADN double brin, comme par exemple l'ADN génomique, soit sous forme d'ADN simple brin, comme par exemple l'ADN complémentaire. Dans ce deuxième cas, le premier brin de l'ADN complémentaire est obtenu par reverse transcription d'ARN messager et le second brin sera synthétisé à la fin du premier cycle PCR. Abordons maintenant la problématique des amorces. Ces amorces sont primordiales et doivent être utilisées en couple car ce sont elles qui permettent de sélectionner la partie d'ADN à amplifier. Cependant, quelques règles simples doivent être respectées. L'amorce doit faire une vingtaine de paires de bases. Elle doit être riche en C et en G pour former des liaisons hydrogène plus solides. La température de fusion des deux amorces doit être identique et proche de 65 degrés Celsius, l'hybridation se faisant à une température de 60, soit Tm-5 degrés Celsius. Et enfin, les deux amorces d'un même couple ne doivent évidemment pas s'hybrider entre elles. Maintenant les amorces designées, passons à la manipulation. De quoi est composé le mélange réactionnel? Il doit contenir la matrice d'ADN simple ou double brin, une ADN polymérase thermorésistante, les 4 désoxynucléotides triphosphate, le couple d'amorces et une molécule émettrice de fluorescence. Les deux types de molécules les plus utilisés sont soit des agences liant l'ADN double brin, comme la molécule Cybergreen, soit des sondes fluorescentes, sondes Tachmann ou sondes d'hydrolyse. Dans cette vidéo, nous détaillerons seulement l'une d'entre elles, le Cybergreen, qui est une molécule émettant peu de fluorescence à l'état libre. L'ajout de cette molécule ne va pas affecter les étapes de dénaturation, séparation des deux brins d'ADN, d'hybridation, des amorces hybrides à l'ADN, et d'élongation. La dénaturation se fait à 94 degrés Celsius et les étapes d'hybridation et d'élongation vont se faire à la même température pour gagner du temps en utilisant de l'ADN polymérase qui travaille à 60 degrés Celsius. Lorsque le Cybergreen se lie à l'ADN double brin, la fluorescence émise augmente proportionnellement à son intégration. Ces étapes successives représentent un cycle. L'appareil mesure ensuite la fluorescence émise cycle après cycle. Cela permet de tracer une courbe appelée courbe d'amplification que nous détaillerons par la suite. Maintenant que la plaque est prête, on la met dans un appareil appelé un thermocycleur relié à un ordinateur avec un programme spécifique. Dans l'appareil, il y a un laser qui va exciter le fluorochrome, une caméra va lire la fluorescence émise et cette fluorescence va être transmise à l'ordinateur qui tracera les résultats. Il faut savoir que la PCR en temps réel englobe plusieurs types d'analyses. Une analyse quantitative, appelée aussi QPCR, qui s'appuie sur l'exploitation des résultats tirés des courbes d'amplification, la notion de CT sera abordée plus tard, et une analyse qualitative, qui s'appuie sur l'exploitation des résultats tirés des courbes de fusion. La notion de TM sera abordée plus tard. Sans oublier que l'analyse peut être les deux à la fois. Comparons maintenant la façon dont sont analysés les deux types de PCR. Après avoir fait une PCR classique, comme vous pouvez le voir, les résultats sont obtenus en déposant sur un gel d'agarose, suivi d'une coloration en BET. Ces produits obtenus à la fin sont le reflet de tous les cycles PCR. L'analyse est dite en point final. Les résultats d'une PCR en temps réel se représentent sous forme de courbes, appelées courbes d'amplification, où on mesure la quantité d'ADN en fonction du nombre de cycles. Un autre type de courbe peut être également tracée, puis analysée, elle sera détaillée plus loin. Passons au détail de l'analyse de la PCR en temps réel de type quantitative. Une fois tous les cycles terminés, on obtient une courbe d'amplification. Théoriquement, la courbe attendue serait une courbe exponentielle qui suivrait alors la formule nn égale n0 fois 2 puissance n. Cependant, expérimentalement, nous obtenons une courbe qui s'éloigne du tracé théorique du fait du ralentissement suivi de l'arrêt de la synthèse d'ADN. Cette courbe représente la quantité de produit formé, qui est l'ADN synthétisé, en fonction du nombre de cycles. Nous rappelons aussi que l'intensité de fluorescence est proportionnelle à la quantité de produit PCR. Nous pouvons diviser cette courbe en 3 phases, une phase exponentielle, une phase linéaire et une phase plateau. La seule phase exploitable est la phase exponentielle.
Elle est le seul endroit où la droite tracée expérimentalement se superpose à la droite théorique. L'équation mathématique citée précédemment modélise parfaitement la synthèse d'ADN dans les puits. Les autres phases ne sont pas exploitables car elles correspondent soit à du bruit de fond ou soit à une phase d'inhibition de synthèse d'ADN qui s'explique principalement par une compétition entre la renaturation des brins, des amplicons et l'hybridation des amorces. Si maintenant nous représentons les données en logarithme, on peut identifier et exploiter la phase exponentielle plus facilement car elle en devient plus visible. L'appareil place également un seuil de fluorescence, c'est-à-dire qu'il coupe obligatoirement la courbe d'amplification dans la phase exponentielle. À cette valeur seuil, la formule devient nt égale n0 fois entre parenthèses 1 plus grand E puissance ct, le ct étant le nombre de cycles réalisés pour atteindre cette valeur seuil. Passons maintenant au calcul de l'efficacité de la réaction PCR qui dépend du couple d'amorces. Pour cela, on effectue une PCR en temps réel sur des échantillons dilués en cascade, à partir desquels on obtient différents CT. Grâce à eux, nous pouvons tracer une droite standard, le CT, en fonction du logarithme de la concentration initiale en ADN, le N0 dans la formule citée plus haut. La pente, que l'on nomme A, de cette droite standard nous permet de calculer l'efficacité grâce à cette formule. Grand E, pour l'efficacité, est égal à 10 puissance moins 1 sur A, nombre auquel on soustrait 1 pour avoir l'efficacité qui doit être compris entre 0,85 et 1. Nous pouvons réaliser deux types de droites standards. La droite standard absolue, où la quantité de matrice initiale N0 présente dans l'échantillon qui sera utilisé pour réaliser les dilutions en cascade est parfaitement connue. Exemple, 10 puissance 9 molécules. Si on effectue des dilutions au 1 dixième, on obtiendra respectivement alors des échantillons avec 10 puissance 8 molécules, 10 puissance 7, 10 puissance 6 et ainsi de suite. Et la droite standard relative, où la quantité de matrice initiale N0 présente dans l'échantillon qui sera utilisé pour réaliser des dilutions en cascade n'est pas connue. Par contre, les dilutions effectuées par la suite nous permettront de connaître et définir les écarts entre les échantillons. Exemple, si on fait une dilution au 1 dixième, l'échantillon 1 aura N0 égale 1, il sera non dilué. L'échantillon 2 aura N0 égale 0,1, dilution au 1 dixième. L'échantillon 3 aura N0 égale 0,01, dilution au 1 dixième de l'échantillon 2, etc. Cette dernière est la plus utilisée car elle est la plus simple à mettre en place. Maintenant récapitulons. Pour cela, reprenons la formule nt égale n0 fois entre parenthèses 1 plus e puissance ct. Nous connaissons la valeur de ct et la valeur d'nt, seuil de fluorescence, grâce à la courbe d'amplification. Nous connaissons aussi la valeur de e. Ainsi, nous pouvons extraire la valeur de n0 et donc connaître la quantité initiale de produit PCR amplifié. Par exemple, cette méthode d'analyse peut être utilisée pour calculer quel échantillon avait le plus de matrice initialement. Ainsi, si vous avez assimilé tout ce que j'ai dit auparavant, vous devez être capable de répondre à ce petit test. Alors, quel est le CT qui correspond à la quantité initiale d'ADN la plus élevée? La réponse est bien sûr le CTA. Si vous n'avez pas su répondre, visionnez à nouveau la vidéo. Lorsque la technologie CyberGreen est utilisée, une étape post-PCR est généralement réalisée. Elle permet de tracer des courbes de fusion, ou courbes de dissociation, qui permettent de déterminer expérimentalement les températures de fusion du produit de la PCR, aussi appelé TM. Pour réaliser cette courbe, on mesure en continu l'intensité de fluorescence en augmentant la température de 55 à 95 degrés Celsius par palier. La première courbe obtenue est celle du haut, où l'augmentation de la température montre une baisse de la fluorescence due à la dénaturation des amplicons accompagnée d'une perte de molécules de CyberGreen. En effet, rappelez-vous, le CyberGreen est une molécule qui émet peu de fluorescence à l'état libre. Une autre représentation de cette courbe est possible avec l'emploi d'une dérivée des fluorescences sur dt. Elle nous montre un pic qui représente le TM. Le tracé de ces courbes de fusion permet, dans un premier temps, de vérifier qu'un seul produit PCR a été amplifié. En effet, la présence d'un seul pic signifie qu'il n'y a qu'un seul type d'amplicon et donc que le couple d'amorce est bien spécifique. Puis, ces courbes de fusion peuvent également être utilisées pour la détection de mutations dans le cas d'une PCR en temps réel qualitative. Cette méthode s'appelle HRM pour High Resolution Melt. La présence d'une mutation demande plus ou moins d'énergie pour dénaturer l'ADN,
Ainsi, la courbe est déplacée.